Monsieur le Président, l'Europe est une aventure que ses fondateurs ont voulu pour stabiliser la paix, pour développer la prospérité et naturellement y introduire un idéal de justice qui est d'ailleurs commun à la plupart des pays du vieux continent. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe est surtout représentée dans la conscience que les citoyens en ont par une hypertrophie technocratique et par une insuffisance démocratique. Je voudrais vous poser deux séries de questions. Vous êtes dans une université, il vous est loisible, il vous est facile de parler librement, vous en avez l'habitude. Je voudrais que vous me disiez très franchement, qu'est-ce qui va bien en Europe? Et très franchement, qu'est-ce qui ne va pas en Europe? Mais, qu'est-ce qui va bien? C'est la force de l'idée même. Aujourd'hui, l'Irlande, qu'il avait voté contre avec la bonne majorité, il a voté en faveur avec la grande majorité. Après un débat lourd, profond, parce qu'ils ont décidé que l'avenir c'est dans l'Europe et qu'il n'y a pas à venir au dehors de l'Europe. Ça, c'est la force, de comprendre que l'Italie, la France, l'Allemagne, seuls, ils n'ont pas aucune voix dans le monde. Ça, c'est très clair dans notre tête, dans notre âme. Et alors, il y a la décision d'être ensemble, c'est déjà pris. Et la deuxième chose qui marche bien sont les marchés uniques, les règles de la concurrence, les parts économiques dans lesquelles il y a un pouvoir clair. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ils sont les autres domaines de l'Europe dans lesquels encore il n'a pas été le passage pour partager les pouvoirs. Lesquels, par exemple? La politique étrangère, parce que la politique étrangère, c'est encore national, et je pense que ce sera la dernière politique à changer, parce que la politique étrangère, c'est vraiment l'identité des États-nations. Alors, il faudra avoir du temps, mais sans avoir des politiques étrangères en commun, il sera impossible d'avoir un rôle fort dans le monde. Mais surtout, nous sommes ici dans l'ambiance universitaire. Le grand changement, c'est le concept même de l'État. Parce que nous sommes nés, moi surtout, avec la fidélité exclusive avec l'État national. Et maintenant, il faut passer à une fidélité complexe, partagée, dans laquelle l'État national a la grande part, bien sûr, mais il y a aussi la fidélité avec l'Europe et avec la ville, avec la région dans laquelle nous vivons. Alors ça, c'est un passage très, très difficile parce que c'est la révolution d'un concept d'État après beaucoup de siècles. Si l'on réfléchit sur le fonctionnement, non pas idéal, mais le fonctionnement le meilleur possible de l'Europe, dans quelques années, peut-être quelques décennies, qu'est-ce qu'il faut comme institution pour que le pouvoir exécutif existe, pour que le pouvoir parlementaire existe, pour que le pouvoir judiciaire existe? Premièrement, il faut décider qu'est-ce qu'il est nécessaire de mettre ensemble en Europe, laisser dans les États-nations et porter dans la région. Il faut avoir clair que le concept de la subsidiarité, un mot que c'est presque difficile, presque impossible, mais qu'il est très clair, c'est-à-dire qu'il faut mettre où est la barre? Tous les pouvoirs possibles. C'est notre guide. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des moments dans la vie politique que s'ils ne sont partagés, des décisions qui ne sont partagées au niveau continental, il n'est pas possible d'avoir aucun résultat. Je dis avant la politique étrangère, mais aussi la politique militaire. Il sera la dernière. Mais c'est clair que dans l'épisode de la Bosnie, dans l'épisode du Kosovo, les Américains ils l'ont dit en façon très sincère que l'Europe avait un budget militaire tous ensemble de 60% de budget militaire américain,
mais une capacité de défense de 8-10%. Et alors, c'est clair, où nous mettons ensemble les décisions, ensemble la politique, où nous n'avons pas un rôle dans la politique militaire. En ce moment, Monsieur le Président, où se dessine la menace d'une guerre d'intervention menée par le leadership militaire et politique américain en Irak, est-ce que vous estimez que l'Europe doit beaucoup plus rapidement se déterminer dans cette affaire et faire valoir une position qui probablement serait différente ou en tout cas spécifique? Ou est-ce que vous trouvez que ce que l'Europe a fait, c'est suffisant sur ce sujet? Est-ce qu'on doit aller plus loin et suivre le pas ou pas? Mais, écoutez, ou est-ce qu'on doit se déterminer davantage? J'ai décidé d'aller plus loin, mais c'est impossible. Les pays européens, ils ont la politique étrangère tout à fait différente. Et alors, donc pour l'instant, elle ne peut se mener qu'à l'ONU? Non. Pour l'instant, il n'est pas possible de prendre des décisions en commun parce que j'ai assisté à des dizaines de réunions des ministères des Affaires étrangères très intelligents dans l'analyse parfaite. Dans le moment de la décision, tout s'était bloqué. Tout s'était bloqué. Mais décision sur le Moyen-Orient, que c'est vraiment à côté de l'Europe, qu'il change notre vie quotidienne aussi. C'était tout à fait impossible de prendre aucune décision. Alors, je ne pense pas, je rêve à une politique étrangère en commun, mais maintenant, ce n'est pas le cas. Mais c'est une urgence. Oui, c'est une urgence si nous voulons dire quelque chose. Et écoutez, ça, ce n'est pas rhétorique, mais l'Europe, il a quelque chose à dire pour la politique mondiale. Si le problème du développement soutenable, c'est seulement l'Europe qui l'a cherché avec des limites énormes, que nous avons cherché de faire quelque chose. Les aides au tiers-monde, les problèmes de l'équilibre planétaire, tout cela, la Cour de justice pénale internationale. Ils sont seulement nous avons ce type de préoccupations. Écoutez, ce n'est pas vrai que le tiers-monde c'est furieux contre les Américains. Il est furieux contre les Américains et contre nous aussi. J'ai été à Johannesburg et tous les leaders africains, ils ont dit vous. Ils n'ont pas dit vous Américains, mais vous, les Américains et les Européens ensemble. Parce qu'ils ont compris que si nous n'avons pas une politique d'initiative, rien ne va changer dans le monde. Vous dites qu'aujourd'hui, au Parlement européen, on parle 11 langues, mais j'aimerais savoir, dans votre esprit, comment seront représentées justement les petites langues qui ne sont pas parlées au Parlement européen. Je pense par exemple au catalan, ou au breton, ou au corse, ou au basque. Et les Lituaniens. Voilà. Et les Lituaniens. Par exemple. Et les Lettons. Oui, enfin, je ne vais pas être exhaustif. Il sera introduit, hein, oui. Il vient. Mais, merci. Oui. Écoutez, les problèmes de langue, il y avait un problème dans la Commission. Dans la Commission, on utilise en pratique 3 langues seulement, hein, allemand, français et anglais. Un jour, comme toujours, hein, il y a la commissaire espagnole, italien, qui dit, mais alors il faut avoir l'espagnol. Et alors j'ai dit, mais écoutez, du point de vue pratique, si vous voulez, j'adopte une seule langue, le dialecte bolognaise. Parce que c'est... Et avec les langues, il faut avoir des idées claires sur les places dans lesquelles il faut avoir la langue officielle et aussi nous adapter à toutes les nécessités pratiques de la vie quotidienne. Autrement, il n'est pas possible de travailler. J'ai étudié à la Sorbonne en philosophie et je voudrais vous poser 2 questions. Une première qui concerne votre pays, mais aussi l'Union européenne. Ma famille est une famille d'immigrés italiens qui a quitté et qui a fui... C'est un lobby ce soir. Et il y a plus d'Italiens à l'étranger que d'Italiens. Hein. Eh oui. Et je pense que vous les avez attirés, hein, Monsieur Prodi. Famille qui a fui avant la Seconde Guerre mondiale la dictature italienne de Mussolini. Et je
je pense qu'il est important aujourd'hui de savoir ce que vous pensez du gouvernement italien. Non, 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 Euh, rien du tout. Première question, fini. Deuxième. Deuxième, oui. Deuxième. Alors je vais reprendre ma question. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Union européenne, qui a été fondée après la Seconde Guerre mondiale pour éviter les conflits, ne devrait pas faire peut-être attention et prendre parti, pas sur des votes, mais peut-être sur des attitudes politiques dans certains pays où on parle de néofascisme modéré, on va dire, et qui inquiète notamment une partie de l'immigration italienne en France et une partie des Français. Écoute, j'ai répété plusieurs fois que c'est doctrine claire de respecter l'État national. Et je vais dire un cas pratique. Quand il avait M. Haider en Autriche, il avait une réaction des pays européens. Et de mon côté, je ne suis pas été favorable. Pour une raison très simple, que j'ai beaucoup de confiance dans la démocratie. Et j'ai dit, mais il ne faut pas créer des martyrs jusqu'au moment dans lequel les droits humains ne sont pas violés. Il n'est pas possible de prendre des positions sur les idéologies, mais sur les actions. Dans ce cas ici, oui. Et écoutez, les résultats avec l'exercice patient de la démocratie, c'est toujours favorable. Bien sûr qu'il y a les moments dans lesquels si les droits humains ne sont pas respectés, il faut réagir, mais pas sur les idéologies, mais sur les actions.